Okay. Et un bonjour à tous. Merci d'être présents nombreux pour cette table ronde, en fait, cette conférence de haut niveau. Merci beaucoup. Cette conférence de haut niveau, comme le présente Madame Benita, Muriel, que je remercie grandement, en tout cas, de nous avoir invités là aujourd'hui. Le thème est la santé filière d'excellence. Alors, ça peut sembler quelque chose de relativement bateau, parce que les gens vont se dire, oui, la filière d'excellence, évidemment, la santé, c'est compliqué, tout ça. Mais oui, c'est extrêmement compliqué, puisque il y a la face, comment dire, visible généralement de l'iceberg. Les gens voient la partie soin, généralement, le patient face à un soin, face à un soignant. Mais pour arriver à cela, il y a toute une chaîne de valeur, toute une chaîne logistique, toute une chaîne d'excellence, des produits à développer. Et je pense que c'est là, probablement que là où réside le défi. Alors, je ne me suis pas présenté, moi je m'appelle Philippe Gesselin, je travaille pour INRIA, nous sommes un institut de recherche dans le numérique, institut national. Voilà. Un quart de nos équipes travaillent dans le domaine de la santé numérique essentiellement. Et donc, je vais proposer à chacune des personnes présentes, je vais vous laisser vous présenter, ça ira plus vite, et puis voilà, de vous présenter déjà et de donner votre définition, de votre vision, en quoi la santé est une filière d'excellence, voilà, et la place que vous y prenez. Et puis on aura une deuxième question ensuite que j'introduirai. Voilà, donc Margot, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être présente devant vous aujourd'hui. Je représente le cabinet de recrutement Genus Talent. On est un cabinet de recrutement spécialisé. Pour ma part, je gère la division Life Science, donc le recrutement de profils de santé, de profils techniques, scientifiques. On intervient également sur la partie recrutement de profils sur la partie IT et sur la partie finance. Et c'est vrai que, évidemment, on est sur un secteur qui est extrêmement porteur aujourd'hui sur la partie recrutement. Aujourd'hui, en Europe, on a plus de 250 000 entreprises sur le secteur de la medtech qui font véritablement vibrer l'innovation. En France, en seulement 2 ans, le nombre d'entreprises a doublé pour atteindre plus de 1500 entreprises en 2023, avec un chiffre d'affaires qui est projeté à plus de 40 milliards d'euros d'ici 2030. Donc, après, si on doit vraiment se concentrer sur la partie emploi véritablement, entre 2018 et 2021, la filière de la medtech a doublé ses effectifs en créant plus de 3500 postes en France, avec une perspective de près de 130 000 nouveaux postes à pourvoir d'ici 2030. Donc, les chiffres que je vous donne, c'est évidemment bien plus qu'une série de statistiques. C'est vraiment des chiffres qui reflètent une croissance florissante et évidemment l'essor d'une industrie qui nécessite de se réinventer en permanence. Alors, plus précisément, si on doit répondre à cette question, pourquoi la santé représente une filière d'excellence, et notamment pour un cabinet de recrutement. Alors, déjà, ce qu'on va mettre en avant, c'est quelques notes positives sur le secteur. La santé, bien sûr, eh bien, c'est l'avenir, c'est notre passion, hein, c'est chez Genus Talent. Et l'industrie médicale, les biotech, le secteur de l'industrie pharmaceutique, les medtech, connaissent un fort essor et sont véritablement des terreaux fertiles pour des talents qu'on pourra qualifier justement d'exceptionnels aussi. Alors, notre rôle, il est évident, il est vraiment d'identifier et d'attirer ces talents aux compétences pointues qui sont taillées sur mesure pour les évolutions rapides justement du secteur. Alors, en tant que cabinet de recrutement, évidemment, on va être des créateurs d'équipes, des architectes de carrière, véritablement, pour aller identifier des profils avec des niveaux élevés de compétences. Maintenant, c'est vrai que ce secteur, il est en mouvement perpétuel. Des évolutions rapides révolutionnent notre santé, que ce soit sur la partie... il y a des avancées effectivement technologiques sur le secteur de l'intelligence artificielle, la robotique, le big data et l'impression 3D. Qui révolutionne en permanence le secteur de la santé. La télémédecine, quant à elle, élargit l'accès aux soins, les applications mobiles et les dispositifs connectés. Donc, optimise justement la surveillance quotidienne. Et l'IA, quant à elle, accélère plutôt le diagnostic médical. Donc,
Dans notre secteur, on enregistre aussi beaucoup d'avancées sur la partie réglementaire. L'environnement réglementaire est véritablement mouvant aujourd'hui et donc nécessite d'aller chercher des profils vifs qui sont capables de se former très rapidement. Donc, je vous donne un exemple concret. On recrute par exemple un responsable des affaires réglementaires. Dans ce secteur, c'est un poste à haute responsabilité et finalement, il va être important d'aller chercher les candidats sur ce qu'on va appeler les hard skills, donc les compétences techniques véritablement. Donc, aller chercher des compétences techniques sur un environnement qui est mouvant, une réglementation qui bouge en permanence, c'est assez complexe. Donc, il faut aller trouver donc, ces profils qui ont ces hard skills et également sur la partie soft skills, où on va avoir aussi besoin de personnes qui vont démontrer une forte motivation à rester vigilants, à rester vraiment au courant des dernières innovations sur le secteur réglementaire. Donc ça, évidemment, c'est un élément important. C'est vraiment des personnes qui ont envie de se tenir au courant du marché. Donc, évidemment, voilà, chaque recrutement réalisé d'un profil qu'on qualifie justement d'exceptionnel, chaque recrutement réussi, c'est vraiment devient une pierre angulaire justement de l'excellence et du progrès au sein de la filière santé. Naturellement, même si voilà, on connaît une véritable success story, on a aussi des défis dont on parlera évidemment un petit peu plus tard. Je te laisse. Merci beaucoup, Margot. Je vais passer la parole à monsieur Arnaud Marie. Donc, alors nous parlons d'une autre échelle d'entreprise, hein, parce que vous êtes un petit peu au-delà du stade de la PME en ce qui concerne GE Healthcare. Et je suppose que pour vous, la formation, les talents, vu que vous produisez des dispositifs extrêmement avancés, vous êtes quand même à la pointe de la recherche, en particulier ce qui vous concerne, donc là, si j'ai bien compris, radiologie interventionnelle. Et pas que, peut-être. Voilà, je vous laisse nous présenter vos... Oui, tout à fait. Je pense que pour répondre à la question, c'est est-ce que la santé est une filière d'excellence? Je pense que c'est une double évidence, en fait. C'est une évidence pour l'importance de l'écosystème français et comment cet écosystème arrive à se projeter dans le monde. Et ça, on le voit parfaitement au sein de General Electric, au sein de GE Healthcare. Nous avons, je crois que nous sommes la plus grande société de technologie médicale en France. Nous avons 2600 associés, nous avons 600 ingénieurs et des centres mondiaux ou des centres mondiaux de développement, dont un dont j'ai la responsabilité du business au niveau global, qui est l'intervention. Pas seulement radiologue, d'ailleurs, cardiologue, neuroradiologue ou chirurgie. Et de par ces ingénieurs, on arrive à vraiment projeter, je dirais, l'intelligence française, la compétence française, d'ailleurs pas seulement technologique, mais aussi en termes cliniques. Donc l'aura de nos médecins, l'aura des innovations qui sont faites dans nos territoires, on arrive à le projeter au niveau mondial. Mais un peu pour revenir à ce que tu as partagé, d'abord, c'est sûr, on est tous là avec conscience que la santé est un monde absolument passionnant de par sa croissance inhérente. La population vieillit, la population globalement est plus riche, la population a accès beaucoup plus de soins. Il y a des innovations cliniques tous les jours, grâce aux médecins, grâce aux académiques, grâce aux hôpitaux. Il y a aussi des innovations technologiques. On peut imaginer, moi je pense qu'on a tous en tête l'intelligence artificielle, qui est absolument un élément de révolution pour nos systèmes. Et on a, en tout cas en Europe, un service public qui doit maintenir cette qualité de cette santé et qui se retrouve un peu contraint de cette façon, par une demande qui explose, une innovation qui explose et des budgets qui sont contraints. Donc je pense que c'est vraiment un défi qu'il faut qu'on mène. Et ce défi s'articule sur l'innovation. C'est un peu exactement ce qu'a dit monsieur le ministre tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, les données, sont une chance incroyable pour vraiment révolutionner la façon dont on donne le soin, dont on invente la technologie médicale du futur et qu'on communique le soin. On le voit bien au sein de General Electric avec l'intégration des données qu'on a au sein des hôpitaux, avec les informations qu'on donne à la fois aux administrateurs des hôpitaux, aux médecins, pour prendre des décisions plus vite, plus rapides, avec moins de ressources.
On le voit bien avec les systèmes que l'on développe, qui permettent dans certains cas de ne pas avoir besoin d'anesthésiste, alors que dans le passé on avait besoin d'anesthésiste, ou pas avoir besoin d'échographiste, alors que dans le passé il y avait besoin d'échographiste. Donc essayer de libérer finalement, libérer la santé, libérer le soin pour pouvoir permettre, avec moins de ressources, avec des ressources différentes, de donner un soin de meilleure qualité. Enfin, je dirais que c'est une filière d'excellence pour d'autres facteurs. On parlait de l'écologie. Alors, je sais que c'est un sujet qui est évidemment éminemment à la mode, mais partout dans le monde, pas seulement en Europe, mais surtout en Europe, l'écologie, la circularité, la capacité qu'ont les industries médicales et les instituts de soins à limiter leur empreinte carbone ou leur empreinte écologique est absolument critique. De plus en plus, en tant que société, nous développons des solutions qui limitent l'usage du carbone et qui demandent des investissements très en amont afin d'être sûr que la façon dont on fabrique, la façon dont on construit, la façon dont on package, la façon dont on livre, réduit, et la façon dont nos systèmes sont utilisés, réduisent l'empreinte carbone. Et enfin, je dirais que le troisième élément, c'est évidemment l'élément humain. Alors là, bon, c'est vraiment ton expertise, c'est sûr, mais l'élément humain est critique. La santé est humaine. Nous sommes tous des patients, nous l'avons tous été, nous le serons sûrement. La santé est humaine, mais les gens qui aident à délivrer cette santé sont aussi humains. Et lorsque tu parlais de la chaîne de valeur, on a souvent tendance, effectivement, les personnes qui donnent le soin sont absolument fondamentaux, critiques, merveilleux, mais il y a aussi tout un écosystème derrière qui développe les solutions de demain, qui les approuve, qui les commercialise. Et c'est une filière absolument d'exception, je dirais, de par la mission qui les anime. Et quand on réfléchit sur l'aspect projectif, finalement, de cet écosystème, on ne peut qu'imaginer de la croissance, qu'imaginer d'avoir des ressources nouvelles, finalement, des idées nouvelles qui vont nous animer. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, justement, cet aspect humain et puis de dire voilà, des innovations qui les approuvent. Voilà. Et donc, la partie RSE aussi qui a été évoquée tout à l'heure, je pense que ce sont des sujets sur lesquels ton entreprise est fortement positionnée par essence, Siam. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis Siam Bidar, je suis la présidente de SGS ICS, qui est la filiale certification du groupe SGS. Donc, SGS, c'est le leader mondial de la certification, du testing et de l'inspection. Et ce que nous faisons, c'est garantir la qualité et la sécurité des produits qui sont mis sur le marché. On va apporter une assurance pour le consommateur, pour le patient et pour l'industriel qui va produire ce médicament, ce medical device. Alors, moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est l'humain. C'est comment faire grandir l'humain dans un environnement de plus en plus exigeant, qui cherche l'excellence, qui va vers l'excellence. Comment faire grandir nos auditeurs, j'en vois quelques-uns, nos experts, qui vont devoir se mettre à jour de cette nouvelle réglementation, de ces évolutions, de ces innovations aussi. Et comment faire grandir l'humain dans un écosystème, dans un pays qui va assurer cette santé, qui va assurer cette santé pour tous. Donc ma conviction, c'est que l'excellence attire l'excellence et que nous devons fostériser tous, créer cet environnement qui va générer de l'excellence. Et pour répondre à votre question, Philippe, pourquoi je crois que la filière de la santé est une filière d'excellence, je le vois sous 3 éléments. Le premier élément, c'est son devoir d'infaillibilité. Et donc SGS est aussi garant de on peut pas se permettre de doute quand on fabrique un médicament. On ne peut pas se permettre de doute quand on fabrique une prothèse. On ne peut pas se permettre d'erreur non plus. Donc on va vers l'infaillibilité. Le deuxième pilier, c'est on a la chance d'être en France, dans un pays, dans une des premières industries de santé en Europe, grâce à un savoir-être, un savoir-faire qui est incroyable, une richesse de ressources, une richesse qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, qu'on voit aussi dans nos équipes, qu'on va chercher, qu'on va former, qu'on va essayer de garder, qu'on va chasser. Et puis le troisième pilier, c'est le pilier réglementaire. Donc je peux en parler au sein de SGS. L'industrie de la santé est l'industrie la plus réglementée. Et heureusement, on peut pas. Enfin, on se souvient tous du scandale des PIP, des prothèses PIP. On ne veut pas le revivre.
On ne veut pas être ce patient zéro. On ne veut pas revivre d'autres scandales ou d'autres problématiques qui vont générer de nouvelles réglementations. Donc, le réglementaire qui est fort apporte aussi cette assurance, cette sécurité pour tout le monde qui donne confiance, en fait. On va donner confiance. Voilà pourquoi je crois que la santé est une filière d'excellence. Merci beaucoup, Siem. Alors, Monsieur Guy, vous êtes donc le premier directeur général de France Travail, donc qui est encore pour nous une structure qu'on pense connaître, mais j'imagine que vous avez un nouveau rôle, une nouvelle manière, probablement de voir toutes ces filières, parce que vous devez d'avoir une vision, j'imagine, complète de l'ensemble des filières françaises. Alors donc, pour vous, votre vision de la filière de la santé, en quoi est-elle une filière d'excellence ? Bonjour à tous. Écoutez, avant de vous parler de la filière d'excellence, puis en plus de ça, pardonnez-moi, mais comme vous l'avez mentionné, je suis moi encore en période d'essai, et donc je pourrais peut-être me prononcer avec un petit peu de naïveté sur ces métiers. Moi, ce que je peux dire déjà en rebond, c'est que effectivement, d'une certaine manière, vous dites que dans la santé, on est condamné à l'excellence. Je pense que ça va être toujours plus vrai dans l'avenir. C'était dit par nos intervenants. D'abord, c'est un besoin qui va grandissant, et plus on va avancer, et plus les enjeux de la santé sont grandissants. La deuxième chose, c'est que face à la contrainte qui a été exposée par mon voisin, eh bien, on est aussi condamné à l'innovation à la fois pour régler les maux qui traversent la filière de la santé aujourd'hui, mais aussi pour relever les défis du vieillissement, de la performance aussi du système de santé pour pouvoir mieux y répondre. Et donc face à ça, France Travail, à quoi ça peut servir ? France Travail, c'est Pôle emploi qui s'est transformé en France Travail. Je ne vais pas vous faire un exposé sur France Travail, ce n'est pas pour ça que vous êtes venus, mais en tout cas, c'est que derrière tous les défis finalement de production, de fabrication, d'excellence des services ou d'excellence industrielle, il y a toujours l'enjeu de la compétence. Et que s'il n'y a pas la compétence, eh bien, le secteur se fragilise. Et face à tous vos défis, d'ores et déjà, la filière santé dans son ensemble est fragilisée par ces difficultés de recrutement. D'abord pour ceux qui font la santé, pour ceux qui donnent les soins en premier lieu, sur les aides-soignants, sur les infirmiers, sur les médecins, sur le personnel médical. Mais c'est aussi vrai, plus de 6 recrutements sur 10 sont en difficulté, sont difficiles dans le secteur de la medtech. Et dans ce secteur-là, on va toucher à tout un tas de compétences, de types de métiers, parce qu'entre les experts de la data, de l'IA, de la technologie, mais aussi dans l'industrie, sur la maintenance industrielle, sur l'automatisation, sur l'électronique, tous ces postes-là sont des métiers en tension, en difficulté. Et donc, France Travail, en fait, c'est le partenaire qui est là pour pouvoir accompagner l'ensemble des entreprises, des filières, à pouvoir relever ensemble ces défis. Alors ces défis sont évidemment nombreux, je ne vais pas tous les exposer là, mais il me semble qu'il y a le premier, alors qui est indirectement la medtech, mais la medtech se fait à travers le personnel soignant. Et donc évidemment, si on manque de personnel soignant, si on n'accompagne pas bien aussi à la formation des nouvelles méthodes, parce que derrière une innovation technologique, il y a forcément une évolution du métier, de la manière dont on l'accomplit. Et là, ça c'est le premier sujet, c'est que France Travail peut travailler énormément sur l'attractivité des métiers. J'avais d'ailleurs avec les filières bossé beaucoup sur un jeune, une solution. Parce que je pense que ça commence aussi très jeune, donc il faut donner l'envie et la passion de la santé en troisième, en seconde. Nous, France Travail, on accompagne tous les lycées professionnels là-dessus. Donc, et là, ça suppose quand même que le secteur de la santé s'investisse aussi pour donner le goût, donner cette possibilité, montrer que c'est possible là-dessus. Donc l'attractivité, la formation initiale, je pense à la réforme des lycées professionnels qui est conduite avec le président de la République, mais aussi apprentissage, l'attractivité. Ensuite, il y a le recrutement. Et là, il y a énormément de barrières parfois à l'entrée, soit d'ailleurs des métiers qui sont encore trop genrés, pour beaucoup de métiers du soin.
Il y a aussi d'aborder les métiers, et on en discutait avec quelques intervenants de ce salon. Si vous voulez attirer dans la médecine, il y a aussi comment maintenant on pratique la médecine. Hein. Je pense que le métier de médecin aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 30 ou 40 ans. Et les aspirations d'ailleurs de ceux qui veulent embrasser une carrière médicale n'ont plus les mêmes attentes qu'il pouvait y avoir il y a 30 ou 40 ans. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner aussi ces enjeux, je dirais, qui sont autour de l'emploi, sur les conditions d'installation, de mobilité, de formation aussi tout au long de la vie. Donc, attractivité, le matching, nous, on peut accompagner aussi beaucoup plus les reconversions. Et ça, je pense que dans le secteur, dans le secteur de la santé, France Travail a des offres, par exemple, pour recruter en dehors finalement du CV. Parce que parfois, on a des recrutements un peu stéréotypés. Je sais qu'on accompagne beaucoup d'entreprises du secteur de la santé, de l'industrie ou de la tech. On a signé récemment avec Numéum un partenariat pour recruter dans les métiers de la tech. Et nous, on fait de l'attractivité, on peut financer la formation si l'employeur s'engage à la fin à pouvoir recruter dans ces métiers-là. Donc, fabriquer la compétence, parce que plus on se rapproche du plein emploi, et plus les compétences ne sont pas existantes sur le marché du travail, mais il faut d'une certaine manière aussi qu'on les prépare, qu'on les organise, qu'on les fabrique. Et ça, France Travail est le partenaire de tous les acteurs de la MedTech qui se lancent dans cette démarche de fabrication, de co-construction, de recrutement un petit peu différent, de manière à trouver les talents qui vont s'exprimer demain. Et puis le dernier point, c'est dans la diversité des métiers, bien qu'on soit votre partenaire parce que derrière une entreprise de MedTech, je pense que sur les 2600 personnes qui travaillent chez GE, vous allez avoir les ingénieurs, et là, c'est plutôt très jeune que ça se prépare, mais vous allez avoir après tout un tas de métiers, soit de back-office, soit de production, etc. Et où là, France Travail est tout à fait à même de pouvoir vous préparer les talents et donner le goût de cette filière de l'excellence. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Guilly. Et justement, cette question de fabrication de talents. Alors, Margot, est-ce que vous fabriquez des talents ou est-ce que vous êtes après, une fois qu'ils sont fabriqués? Enfin, c'est une des questions. Et en fait, quels sont justement les défis, les soucis que vous pouvez rencontrer et votre approche? Quelles sont vos solutions, vos pistes éventuellement? Alors, c'est vrai que, évidemment, des défis, on en rencontre. Le premier d'entre eux, c'est évidemment, et je pense que tu me rejoindras, Siam, c'est bien sûr la pénurie de talents. On a une demande croissante d'experts et sur le marché, ils ne sont pas forcément en quantité suffisante. Donc, il y a cet élément-là. Et en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, les candidats sont vraiment en position de force aussi sur le marché. On s'en rend bien compte, justement, ceux qui ont des compétences pointues. Et donc, ils savent qu'ils sont forcément sollicités. Et donc, la donne a changé pour nous. On n'est plus dans une politique attentiste où finalement on attend que les personnes candidatent et ensuite on les challenge. Non, pas du tout. Donc jusqu'à présent on challengeait les candidats et aujourd'hui c'est eux qui nous challengent justement sur le marché. Et donc c'est vrai qu'on a vraiment observé une différence sur cette partie-là. Donc il faut pouvoir y répondre. Alors il y en a certains sont vraiment très confiants. J'ai eu récemment le cas d'un candidat dont la première question en entretien a été alors expliquez-moi pourquoi moi je devrais aller chez votre client. Donc ça va loin parfois, mais l'idée c'est évidemment de trouver quand même un équilibre à ce niveau-là, mais il faut quand même avoir conscience de cet élément, savoir que les candidats sont forcément sollicités et que du coup ils en profitent ils ont raison là-dessus d'essayer de trouver un équilibre aussi, un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La crise du Covid a évidemment eu un énorme impact, du coup, à ce niveau-là, parce que les personnes ont à cœur d'avoir aussi plus de temps pour eux et d'avoir aussi des avantages outre la rémunération. Ces avantages, ça peut être aussi le sujet du télétravail. Donc,
Notre rôle, ça va être justement d'accompagner et donner des informations sur voilà, ce qui se fait aussi sur le marché. Donc notre rôle, voilà, c'est ça, c'est de résoudre toutes ces problématiques, tous les sujets que les entreprises peuvent connaître sur les sujets du recrutement. Donc notre rôle, ça va être vraiment un rôle de conseil. On va exposer finalement, nous, à nos partenaires, les solutions qui existent sur le marché et faire un état des lieux finalement du marché, tant sur les sujets de la rémunération, en exposant par exemple une étude de rémunération pour que les entreprises puissent savoir comment elles se positionnent sur le marché, et aussi sur ce fameux point des avantages, quels sont les différents avantages proposés par les entreprises du secteur. Si on est le sujet du télétravail, évidemment, je reviens dessus, mais c'est un élément qui est important parce que quand on est par exemple dans une entreprise qui est dans le sud, l'extrême sud de l'Île-de-France, où en plus les transports sont un peu compliqués d'accès. Évidemment, si on n'a pas du tout de flexibilité sur le télétravail, alors sur les postes évidemment qui permettent de le faire naturellement, c'est vrai que ça va être un sujet. Donc nous, on va expliquer les entreprises qu'il y a autour, qu'est-ce qu'ils proposent en termes de télétravail, à savoir à minima 2 voire 3 jours de télétravail par semaine pour faire en sorte que les entreprises soient de plus en plus attractives aussi auprès des candidats, évidemment. Pour le sujet de la pénurie de talents, nous pensons vraiment que la solution se trouve principalement dans la mutualisation de compétences. Donc c'est pour ça qu'en fait, Genius Talent est né de l'association d'experts en recrutement dans le secteur Life Science avec une ESN novatrice, donc NetSystem en l'occurrence, qui sont des spécialistes des technologies de l'innovation, de l'information, et qui ont développé, par exemple, pour nous, un outil d'intelligence artificielle pour aller justement identifier les perles rares qu'il nous faut. Alors, ces talents également, ils savent que pour évoluer, il faut faire des efforts et il ne faut pas forcément se cantonner à une seule zone géographique. Donc, les candidats en question, ils sont souvent mobiles dans notre secteur. Donc, on capitalise vraiment beaucoup là-dessus. Et on va vraiment chercher des candidats en dehors de la zone géographique où nos clients se trouvent. C'est pour ça qu'on fait des grosses campagnes de communication nationale. On va évidemment aussi les chercher en dehors de la France parce que ces candidats vraiment ont une certaine forme de mobilité. Et ça, c'est positif. Et ça montre aussi que les candidats ont envie de s'investir et suivent surtout des projets. Évidemment, en parallèle, on va explorer des plateformes spécialisées, des plateformes généralistes et les réseaux sociaux. Évidemment, c'est un gros vivier pour communiquer largement sur nos offres d'emploi. Et vous parliez aussi de collaboration avec les institutions éducatives. C'est un sujet pour nous, évidemment. On interagit, on intervient dans les écoles pour déjà identifier les futurs talents, les talents de demain, et également aussi leur apporter un maximum de conseils pour qu'ils soient prêts quand ils arrivent aussi sur le marché. Donc voilà. En tout cas, ça fonctionne, c'est positif et il y a un véritable entrain sur notre secteur. Merci beaucoup, Siem. Alors Arnaud, j'imagine que... C'est à toi. Pardon, pas Siem, non. Ouais, Margot. Pardon, la boulette. Bon. Arnaud, j'imagine que vous n'avez pas trop de problèmes de notoriété, les gens vous identifient globalement, mais néanmoins, vous avez, j'imagine, aussi, comme tout le monde, des défis de recrutement. Ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, et puis, quelles sont vos approches, d'une certaine manière, pour y remédier? Oui, bien évidemment. Alors d'abord, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait confiance en étant français et en travaillant en France. J'ai la chance d'avoir des usines et des centres aux États-Unis, en Chine, en France, en Inde. Et je peux dire que à la fois les compétences, la qualité des candidats, la qualité de l'éducation, la disponibilité des gens est plutôt bien supérieure en France que dans d'autres pays pour lesquels on peut penser avoir un meilleur terreau. Et c'est pour ça d'ailleurs que General Electric, encore une fois, a des centres mondiaux en France. Donc je pense qu'il ne faut pas
faut pas non plus qu'on ait trop peur. Il faut vraiment qu'on soit confiant et enthousiaste. Après, pour pouvoir retenir et embaucher les candidats, le point de départ, je pense, c'est qu'on est dans la santé. Il n'y a quand même pas beaucoup de missions plus nobles que la santé. Donc, on a la possibilité de donner du sens aux carrières, de donner du sens au travail. Et c'est la responsabilité au quotidien d'expliquer justement à tous les gens qui travaillent chez nous, quel que soit leur métier, que ce soit pour faire du packaging, que ce soit en manufacturing, que ce soit en vente, en achat, en engineering, c'est d'expliquer comment leur travail impacte la santé, potentiellement leur santé ou leur santé de leurs proches. Dans quelle mesure les produits que l'on fournit aident à offrir un meilleur soin aux personnes. Donc je pense que donner du sens, c'est le point de départ. Et on a tendance à croire que parce qu'on est dans la santé, ça vient de soi. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment se forcer à expliquer justement ce besoin de sens. Ensuite, comme on l'a dit précédemment, on est dans une société d'innovation, au sens large. Donnons la possibilité à nos employés d'innover. Donnons-leur un espace, et c'est ce qu'on fait chez GE Healthcare. On leur donne des espaces par l'intermédiaire de concours, par l'intermédiaire de travail, salle de travail, par l'intermédiaire d'un espace de temps alloué dans l'année pour qu'ils puissent pousser leur innovation, pour qu'ils puissent s'engager dans les projets. On a, juste il y a quelques mois, j'ai revu un projet de circularité qui venait d'une personne qui était en vente en France, une personne qui faisait du packaging et une personne qui était en engineering. Et les trois s'étaient réunis, avaient consacré du temps et m'ont présenté un projet de circularité où on a diminué l'empreinte carbone d'une façon significative en repensant notre logistique. Et ça permet d'avoir des gens qui non seulement s'investissent, s'approprient quelque part la valeur qu'on fournit et s'enthousiasment autour de projets que l'on essaie de pousser. Enfin, je pense que le genre, la diversité, l'inclusion, est absolument primordiale. Et d'ailleurs, la diversité, que ce soit de genre, d'origine, de pays, d'accueillir des gens qui viennent d'autres horizons, c'est absolument primordial, à la fois parce que ça donne un dynamisme, à la fois parce que ça donne encore une fois un engagement, et aussi parce que ça crée de la richesse intellectuelle, de la richesse de pensée, de la richesse ou du challenge. Et donc, ça crée encore une fois une émulsion extrêmement, extrêmement positive. Et enfin, je dirais que la flexibilité au travail est effectivement quelque chose qu'on observe au quotidien. C'est offrir aux gens la possibilité de travailler un peu, alors, quand ils veulent ou quand elles veulent, comment et où elles veulent. Offrir la possibilité aux gens de s'exprimer différemment et d'offrir justement cet espace de travail qui soit beaucoup plus proche des gens, chez eux, à la maison, à des horaires différents. Est-ce qu'on va aller chercher les enfants et donc on peut s'arrêter à 3 heures ou à 4 heures parce qu'on doit aller à l'école et on a un long commute et d'offrir un espace de travail qui soit beaucoup plus humain, beaucoup plus personnalisé. Et en faisant ce mélange d'innovation, de diversité, d'intégration, d'engagement et de donner du sens, on arrive à créer de la passion. Et quelque part, l'innovation et le succès viennent de la passion. Merci beaucoup. Enfin, j'imagine que ça demande un engagement même personnel très très important, puisque si les gens, de laisser les gens venir vers vous, leur présenter les idées, avoir une écoute active et leur donner la chance ensuite de les exécuter. Alors, Siem, donc c'est moi. Voilà. Donc là, le secteur de la certification, en tout cas. Enfin, on sait tous, quand on est un petit peu dans le domaine, on voit à quel point vous êtes débordés. Donc j'imagine que c'est déjà un des premiers défis, mais que vous ne vous laissez pas abattre. Vous avez des solutions. Non, voilà. On ne va pas se laisser abattre. On a plein d'envie, plein d'engagement. Alors, juste pour situer un peu le secteur de la certification, il y a 41 organismes notifiés en Europe pour 14 000 entreprises. Donc forcément, il y a un peu de dépassement. Heureusement que les délais sont un peu plus longs, donc on arrive à adresser petit à petit ce marché. On a 3 enjeux dans la certification. Le premier, c'est l'enjeu de la simplification, alors sans faire de mimétisme, mais on a un enjeu de simplification de pédagogie et de pédagogie rapide, parce que la réglementation va être effective fin mai pour tout le secteur des dispositifs médicaux.
Alors, juste pour peut-être expliquer ce que peut être un dispositif médical, ça peut être votre brosse à dents, ça peut être vos lunettes, ça peut être une prothèse qui sera implantée. Donc, vous achetez un t-shirt, la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez le rendre. Un dispositif, une prothèse qui est implantée, c'est un peu compliqué à changer rapidement. Donc il y a vraiment cet enjeu, comment accompagner les entreprises, les industriels à vendre leurs produits sur le marché européen, sur le marché américain, sur le marché qu'ils désirent, qu'ils souhaitent. Donc simplification, accompagnement. On a un deuxième enjeu qui est l'intégrité et la sécurité des données. On a tous entendu parler de la grande cyberattaque qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il y a un Français sur deux dont ses données ont été hackées. Donc, la moitié de la salle est concernée, voire plus. Regardez vos spams. Et donc, il y a cet enjeu de cybersécurité, de données, d'IA. Il y a beaucoup de réglementations qui arrivent, et heureusement, pour pouvoir mettre en place un système qui va nous mettre à l'abri, nous, en tant que citoyens, qui va mettre à l'abri nos produits, qui va mettre à l'abri d'abord nos entreprises. C'est d'abord elles qu'on veut protéger au travers de tout ça. Donc, il y a le NIS2 qui arrive, une directive qui va impacter le système de la santé, ces industries-là. Et puis, le dernier enjeu, qui est un enjeu RSE, vous en avez parlé à un autre tout à l'heure, c'est aussi embarquer tout le système de la santé avec des actions beaucoup plus durables. On parle de durabilité et pas d'économie de circularité ou autre. On parle vraiment de durabilité du système. Et la durabilité du système se fera avec les gens, se fera avec les produits, se fera avec tout l'écosystème. Donc, pour moi, ce sont les trois enjeux qui sont majeurs que je vois en tant que TIC, donc entreprise de certification et de testing, que je vois en tant que présidente de la filiale certification. Comment embarquer tous ces gens-là demain avec nous pour donner du sens, comme vous l'avez dit, mais aussi un engagement. En fait, moi, je vois plutôt ça comme un engagement de chaque partie prenante, et nous sommes tous partie prenante de cet écosystème. Merci beaucoup, Siem. Alors, Monsieur Guillouis, vous avez donc très bon, très bon message. Nous avons des gens optimistes, en fait, qui développent des solutions. Donc, comment vous pouvez les aider justement à conserver cet optimisme, voire même aller plus loin encore D'abord, en leur disant qu'ils ne sont pas tout seuls. Quand ils ont besoin de recruter, on a la chance de vivre dans un pays qui investit massivement en fait, dans son service de la formation et de l'emploi. Et que nous aussi, d'ailleurs, on innove aussi énormément. Enfin, vous parliez de data, d'intelligence artificielle et aussi d'évolution organisationnelle. C'est aussi tout le sens de la transformation de Pôle emploi en France Travail pour faire une mue vers ce monde du plein emploi, et où du coup il faut pouvoir s'adapter, accompagner les besoins des entreprises, qu'elles soient grandes, mais aussi qu'elles soient toutes petites. Donc la première des choses, c'est on n'est pas tout seul, et n'hésitez pas à venir frapper à la porte de France Travail. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que, et là pour le coup, j'en suis pas le responsable, mais que 86% des entreprises qui utilisent France Travail sont très satisfaites des solutions qui sont proposées. Simplement, il y en a encore 7 sur 10 qui ont du mal à franchir la porte. Donc ça, n'hésitez pas. Moi, ce que j'avais envie de retenir aussi de vos interventions, la première des choses, c'est que vous avez raison. Il y a maintenant, vous le disiez d'ailleurs, maintenant c'est aux employeurs quasiment de séduire les candidats. D'ailleurs, on a même lancé, nous, en Bretagne, et c'est en test et ça fonctionne assez bien, mais en Bretagne, c'est le CV recruteur, sur lequel on va être vraiment sur des recrutements inversés, où c'est les entreprises qui vont venir pitcher devant les demandeurs d'emploi. Je pense aussi dans l'innovation, je voyais tout à l'heure le sport et la prévention, et le sport et la santé. Nous, on utilise le sport comme outil de rencontre entre des recruteurs et des demandeurs d'emploi. Vous invitez une centaine de demandeurs d'emploi, une quinzaine de recruteurs. Chacun vient en jogging ou en short selon le temps. On pratique du sport pendant 1h30 ou 2 heures. Un petit gueuleton, et puis c'est seulement l'après-midi qu'on se découvre et qu'on crée les rencontres. Je vous dis tout ça, c'est que je pourrais vous citer quand même un certain nombre d'innovations qui permettent d'abord de créer de la rencontre par rapport à ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire de la passion, de la motivation, de l'envie d'apprendre ou de s'adapter, parce que finalement, c'est de ça dont les entreprises ont besoin, et peut-être encore plus dans des secteurs comme les vôtres, qui sont amenés, finalement, dont les métiers sont amenés à évoluer en permanence,
et sur lequel la curiosité, la capacité d'adaptation, d'ouverture interculturelle est absolument indispensable. Et bien ça, c'est ce qu'on vous propose. Nous, on doit améliorer nos services, on continue de les améliorer. 86%, c'est super, mais on va évidemment viser les 100%, comme vous, l'infaillibilité. Simplement, les employeurs doivent aussi prendre conscience qu'ils doivent changer de posture. Et moi, ce que je constate, c'est que les entreprises les plus performantes, c'est les entreprises qui investissent aussi dans le capital humain. Et on compris, et je suis presque surpris que vous parliez de ça, mais je le partage complètement, et c'est dans l'ADN de France Travail, la diversité, l'inclusion, la diversité des parcours, des profils, c'est ça qui fait l'intelligence collective dans une organisation. C'est ça qui permet d'adresser les défis les plus complexes. C'est scientifiquement prouvé. Et pourtant, force est de constater que, et particulièrement quand même en France, hein, c'est moins vrai dans les pays anglo-saxons, on est encore pétri d'un certain nombre de stéréotypes, d'approches très normatives en fait, des ressources humaines, là où en fait, il faut vraiment s'ouvrir à la diversité des talents. Et donc, nous, on est là pour accompagner, et France Travail, on a même lancé un réseau qui s'appelle Les entreprises s'engagent, et qui accompagne en fait les entreprises à s'ouvrir à toutes ces pratiques d'engagement un petit peu particuliers, vers les jeunes, vers les seniors, vers aussi, il y a énormément de talents dans les quartiers, dans les quartiers populaires. Et donc, on vous accompagne. On apporte même parfois des financements, des incitations. Mais à un moment donné, c'est au chef d'entreprise, c'est à l'employeur de s'engager. On est passé d'une centaine d'entreprises en 2018, quand on a lancé ça avec le président de la République, à maintenant 82 000 entreprises qui sont engagées. Et donc, vous n'êtes pas tout seul dans l'engagement aussi. Parce que apprendre à devenir un employeur qui s'ouvre à la diversité des talents, modifier ses pratiques, c'est un chemin à faire sur lequel France Travail est prêt à accompagner évidemment toutes les entreprises qui sont prêtes à franchir le pas. Troisième chose, l'investissement dans les compétences. Quand même, là, on vient de re-signer avec les régions 3,9 milliards d'euros d'investissement aux côtés des 6 milliards qu'elles apportent pour gagner la bataille des compétences et pour financer les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion là-dessus. Et donc, derrière ces moyens-là, c'est évidemment des dispositifs. À vous de vous en saisir. Et France Travail est là pour vous accompagner à pouvoir vous saisir de ces dispositifs-là. Je ne pourrais pas ne pas citer France 2030, dont nous sommes partenaires évidemment France Travail, et où derrière il y a cet investissement évidemment des pouvoirs publics, et notamment dans le secteur de la santé. Je pense notamment à toutes les biotech, à la Gentech, à toutes ces filières-là. Mais vous savez que dans le volet France 2030, il y a aussi 2,5 milliards qui sont là pour financer l'anticipation des compétences de demain et la fabrique à compétences particulières sur lequel on peut travailler en consortium. Et puis la dernière chose, et je ne sais pas si je le dis comme un appel, mais d'avoir en tête, et c'est pour ça que France Travail s'intéresse aussi autant au monde de la santé. Bien sûr pour les défis qu'on a évoqués, pour recruter dans le monde de la santé, mais aussi parce que la santé est un des éléments qui peut être un facteur d'éloignement vis-à-vis du travail. Énormément de personnes peuvent avoir des difficultés à accéder à certains métiers du fait d'un handicap, certes, mais aussi de problèmes de santé. Et qu'on a un enjeu à décloisonner les approches entre nous et le travail, et vous et la santé là-dessus. On a déjà commencé à le faire. En finance, l'année dernière, on a accompagné, je crois, pas loin de 140 000 personnes sur ce qu'on appelle des parcours emploi-santé, c'est-à-dire d'accompagner le demandeur d'emploi en prenant en compte sa problématique éventuelle de santé, qui peut être parfois une maladie longue, qui peut être un handicap, pour pouvoir se projeter dans des nouveaux métiers. Et tout ça, c'est des talents qui étaient gaspillés et à qui on redonne les moyens d'accéder à des métiers comme les vôtres. Mais je pense qu'on va avoir besoin d'innover aussi assez fortement. Et là, probablement, en partenariat, j'en ai vu un certain nombre rapidement dans le salon, de partenaires, les acteurs de la santé au travail, les startups qui traitent des data sur la santé pour pouvoir le croiser avec nos enjeux. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour mieux conjuguer les problématiques de santé et les problématiques d'accès au travail, parce qu'à la fin, c'est l'accompagnement de vie qui se construisent par le travail, mais avec la santé, qui peut faire que ça marche. Voilà. Je vous remercie grandement. Merci beaucoup donc aux 4 intervenants.
J'aurais aimé qu'on ait un petit peu de temps pour des questions, mais nous devons laisser la place, je pense, aux intervenants suivants. Mais néanmoins, vous êtes encore quelques temps sur le salon, je pense, si les gens veulent directement interagir avec vous. Donc, encore un grand merci. Ça a été un plaisir en ce qui me concerne.